Le Texas n'est pas seulement connu pour ses déserts, ses marécages et ses canyons, mais aussi pour une série de disparitions mystérieuses survenues dans des circonstances tout à fait normales. Dans les parcs nationaux et les zones de touristiques de populaires, de l'État, des voyageurs expérimentés et de simples vacanciers disparaissent. Ils disparaissent soudainement et sans laisser de traces, parfois sous les yeux de leurs amis et de leurs proches. Malgré des recherches actives, impliquant des sauveteurs, des chiens et des hélicoptères, ces cas mystérieux restent sans réponse à ce jour. Aujourd'hui, vous allez entendre 3 histoires qui restent des rappels inquiétants de la rapidité et de l'inexplicabilité avec lesquelles une personne peut disparaître, même dans des endroits bien connus. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que votre soutien est très important. Alors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Sam Harris, un homme de 32 ans passionné de pêche et de promenade dans la nature, a disparu par une journée étouffante de juin 1914 sur le lac Caddo. L'endroit lui-même était considéré non seulement comme pittoresque, mais aussi quelque peu mystérieux. Le lac Caddo est couvert de cyprès et entouré de rives marécageuses, où la mousse et les lianes pendent des branches tordues. Tout le paysage ressemble parfois à une image tirée d'un film sur les marais mystiques. C'est précisément cette atmosphère qui attirait Sam, qui adorait les coins isolés où l'on pouvait tranquillement lancer sa ligne, écouter le cri des hérons et oublier le bruit de la grande ville. Selon ses amis Tom et Nick, avec lesquels Sam était venu au lac, toute l'excursion était prévue comme une courte partie de pêche de 2 jours sans prétention. Il s'était arrêté près d'un petit embarcadère en ruine sur la rive ouest du lac, où une vieille cabane, autrefois utilisée pour la location de bateaux, était désormais vide. Les habitants de la région pêchaient beaument, souvent dans les environs, sachant qu'on pouvait y attraper de beaux perches et des silures. Ce jour-là, vers le 12 juin 1994, les 3 amis se sont mis dès le matin à leur occupation habituelle. Installer leur matériel, disposer leurs chaises et profiter du silence. Le temps était humide, le soleil perçait à travers les nuages d'orage qui promettaient de possibles précipitations. Tom se souvient que Sam semblait enthousiaste dès le matin, parlant sans cesse de l'endroit où, selon lui, la pêche serait de bonne. Nick, un peu fatigué par le voyage, lui a répondu en plaisantant de lui laisser le temps de s'installer tranquillement. À l'heure du déjeuner, les amis avaient attrapé quelques petits poissons, rien de sérieux, mais l'ambiance restait bonne. Sam, comme d'habitude, débordait d'idées. « Allons un peu plus loin sur la rive. Il y a moins de monde et les poissons sont plus prudents, » proposa-t-il. « On pourrait peut-être lancer nos lignes sous un tronc pour la pêche du soir. » Mais ses amis n'étaient pas pressés de changer d'endroit. Selon Nick, vers 3 heures de l'après-midi, tous 3 étaient assis sur des chaises de pliance au bord de l'eau, discutant du dernier match de leur équipe de baseball préférée. L'air chaud et humide imprégnait tout autour d'eux. À un moment donné, Sam a soudainement dit qu'il voulait remplir une bouteille d'eau du lac pour mouiller l'appât et se rincer les mains. Cela ne semblait pas inhabituel. L'eau était à quelques mètres. Il a enlevé sa casquette, l'a posée à côté de sa chaise, s'est levé avec sa canne à pêche dans une main ou, selon une autre version, il a laissé la canne et a pris la bouteille vide et s'est approché de l'eau. D'après les souvenirs, c'était littéralement à 7 ou 8 mètres. « Je l'ai vu se pencher vers l'eau, puis se détourner », a déclaré Tom. « J'ai peut-être regardé moi-même le flotteur qui commençait à bouger. » Nick, quant à lui, a affirmé qu'à ce moment précis, il cherchait quelque chose dans son sac. En résumé, tous 2 ont perdu Sam de vue pendant une fraction de seconde. 2 minutes se sont écoulées. Les amis ont regardé. Sam n'était pas là. Au début, ils ne se sont pas inquiétés.
pensant qu'il s'était peut-être éloigné un peu plus le long de la rive, ou qu'il avait appelé pour demander où l'eau était plus propre. Mais il n'y a pas eu de réponse. En longeant le bord du lac le long des buissons bas, ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont même pas vu de traces. Tout semblait étrange. Sam aurait-il pu s'éloigner sans prévenir? Ils ont fait le tour des buissons les plus proches et ont commencé à l'appeler à grands cris. Au bout de 10 minutes, l'inquiétude s'est installée. Ils appelaient Sam, mais aucun son ne leur répondait. Pas le moindre bruit. Les amis s'inquiétèrent et se précipitèrent vers de l'ancien embarcadère pour voir s'il était allé chercher son équipement. Mais il n'y avait personne. Ils demandèrent à 2 autres pêcheurs qui se trouvaient à proximité, mais ceux-ci haussèrent tard les épaules. « Nous n'avons vu personne, vous étiez seuls à pêcher, ici. » Peu à peu, ils ont réalisé que Sam avait disparu en quelques minutes, par temps clair, sans bruit, ni lutte. Nick a couru vers la voiture pour se rendre au village le plus proche et appeler les secours. Vers le soir, les agents de la police du comté, des bénévoles locaux, puis des agents du service de la chasse et de la pêche, arrivèrent sur place. Tout le monde se mit à fouiller les buissons côtiers, à regarder sous les branches, dans l'eau peu profonde. Aucun signe d'une personne tombée à l'eau, aucun vêtement ni trace de lutte. Tom et Nick ont juré que Sam n'avait pas dit qu'il voulait quitter la rive, et il n'avait aucune raison de s'éloigner. Toutes de ses affaires, y compris son portefeuille, étaient restées dans son sac. Les heures passaient, mais le disparu n'était toujours pas retrouvé. À 2 heures du matin, les recherches actives ont dû être suspendues jusqu'au matin. L'obscurité, le marécage et les arbres épais rendaient les recherches dangereuses. À l'aube, de nouveaux volontaires sont arrivés. Les chiens, à qui on avait donné à renifler la chemise de Sam, qui se trouvait dans la voiture comme chemise de rechange, couraient le long de la rive. Semblait d'abord avoir trouvé une piste, mais celle-ci s'interrompait littéralement au bord de l'eau, non loin de l'endroit où ils se tenaient, penchés pour boire. Cela signifiait-il que Sam était entré dans l'eau et s'était noyé? Mais alors, il aurait dû rester des traces, sans parler du fait que le corps aurait pu refaire surface. Et puis, même si le lac est traître, il n'est pas si profond près de la rive. Les plongeurs ont fouillé cette partie du fond sans trouver autre chose que des algues et quelques vieilles boîtes de conserve. Il n'y avait pas de corps sous l'eau, ce qui a beaucoup intrigué les sauveteurs. Au fil des jours, les recherches se sont intensifiées. Au bout de 2 jours, des bénévoles ont utilisé des bateaux équipés de sondeurs pour explorer les zones les plus profondes du lac, mais sans résultat. On a émis l'hypothèse que Sam avait été attaqué par un alligator. Certains endroits du lac Caddo étaient réputés pour abriter des alligators, mais rien ne venait étayer cette théorie. Généralement, ce type d'attaque laisse des traces de lutte, des vêtements déchirés ou du sang. Or, on n'a rien trouvé. Les sceptiques ont plutôt avancé l'hypothèse suivante. Peut-être qu'il a nagé ou s'est noyé ailleurs et qu'il a déjà été emporté par le courant. Mais le courant du lac Caddo n'est pas très fort, et de toute façon, certains objets auraient refait surface. Rien n'a été trouvé dans l'eau. Au bout de 5 jours de recherches infructueuses, le commandement des sauveteurs a commencé à mettre fin à la phase active. Nous avons tout essayé. Il semble que l'homme ait disparu, en quelques secondes, et nous n'avons aucune piste pour continuer. Les parents de Sam, apprenant la tragédie, se sont précipités depuis un autre État et ont supplié les sauveteurs de continuer. Mais les ressources étaient limitées et jour après jour, les recherches restaient vaines. Au milieu de la semaine suivante, 7 jours après la disparition, les recherches ont été officiellement suspendues. La police a enregistré une déclaration de disparition et a classé l'affaire. Tom et Nick étaient complètement abattus. Ils se sentaient coupables de ne pas avoir surveillé leur ami et ne comprenaient sincèrement pas ce qui avait pu se passer. Mais le plus incroyable est apparu 1 mois plus tard.
lorsque l'histoire de la disparition de Sam ne faisait plus la une des journaux locaux. Un vendredi soir, le 15 ou le 16 juillet, sur ce même vieux quai, où personne ne pêchait habituellement car il était à moitié en ruine et dangereux, une femme qui se promenait le long du rivage remarqua plusieurs objets de pêche. En y regardant de plus près, elle s'aperçut qu'il s'agissait d'une canne à pêche, d'un moulinet, d'un ensemble d'hameçons et d'une petite boîte contenant des appâts, comme si quelqu'un venait de les laisser là. Se souvenant de la récente disparition du pêcheur, la femme appela la police. 1 heure plus tard, des agents sont arrivés sur place et ont découvert que ce matériel appartenait bien à Sam. Tom et Nick l'ont reconnu grâce aux marques que Sam avait faites sur son moulinet et sa boîte à appâts. De plus, les amis ont juré que ce quai avait été inspecté 7 fois par différentes personnes, y compris eux-mêmes, au cours de la première semaine suivant la disparition. Les bénévoles ont littéralement tapé sur les planches et regardé sous le plancher, mais il n'y avait certainement pas de cannes à pêche. Comment se fait-il qu'elles soient soudainement apparues à un endroit aussi visible? Elles n'étaient pas cachées, mais semblaient avoir été placées délibérément au bord du ponton, de manière à être visibles par les passants. La police a de nouveau mené des recherches dans les environs, soupçonnant que quelqu'un avait peut-être décidé de jouer un mauvais tour ou que le corps de Sam se trouvait quelque part à proximité. Mais en vain. Aucune trace de bottes ni aucun nouvel indice n'ont été trouvés à proximité. Le quai lui-même avait déjà été inspecté à plusieurs reprises auparavant, de sorte que l'hypothèse selon laquelle le matériel aurait pu rester là sans être remarqué pendant un mois semble peu plausible. Cependant, le rapport officiel indique des personnes non identifiées ont pu déplacer le matériel de pêche du disparu. La raison est inconnue. Les amis du disparu, plus enclins au mysticisme, ont décidé qu'il s'agissait d'un cas où quelqu'un aurait délibérément déposé des objets afin de semer encore plus le doute. Au final, cela n'a pas aidé à retrouver Sam. Son corps n'a jamais été retrouvé et personne n'a signalé sa réapparition. Toutes les pistes se sont arrêtées après 7 jours de recherche et cette étrange découverte de matériel de pêche à la mi-juillet. La police a officiellement déclaré « Nous n'avons aucune raison de croire qu'il s'agit d'une mort violente, mais nous n'avons aucune preuve qu'il soit en vie. S'il s'était simplement noyé, qu'est-ce qui aurait empêché l'eau d'emporter son corps ?» Des commentateurs rationnels soulignent que quelqu'un aurait pu trouver ces objets dans les buissons sans comprendre à quoi ils appartenaient et les déposer simplement sur le quai dans l'espoir que leurs propriétaires reviennent les chercher. Ou bien, quelqu'un aurait délibérément joué en déposant des indices. Mais dans ce cas, pourquoi personne n'a signalé cette découverte immédiatement? Et comment ces objets ont-ils pu rester intacts après un mois de pluie et de chaleur? Quelques années après la tragédie, la famille de Sam Harris a quitté l'État, incapable de supporter la douleur de voir le lac Caddo, où les amateurs de mystère revenaient régulièrement. Le Palo Duro Canyon, situé dans le nord-ouest du Texas, n'est pas considéré pour rien comme le 2e plus grand canyon des États-Unis. Au milieu de l'été 1997, ces roches brûlantes, ces couches de grès rouge aux formes étranges et ces étendues infinies étaient baignées par le soleil de midi. Les sentiers des touristiques zones du canyon attiraient les voyageurs par leur beauté épique. Parmi ceux qui avaient décidé de parcourir cet immense itinéraire populaire en ce jour de juillet, se trouvait Jack Everett, 39 ans, et sa femme Emily. Leur voiture s'est garée dans la zone réservée aux visiteurs vers 9 h du matin, le 15 juillet 1997, alors que la chaleur n'était pas encore accablante et que l'air était encore supportable. Ils avaient prévu une randonnée tranquille
sans trop se charger. Quelques 2 litres d'eau pour 2, des collations légères, un appareil photo et la joie de la découverte. Selon Emily, tout se passait bien. Ils marchaient d'un pas tranquille, échangeant des remarques amusantes sur les couleurs vives des parois du canyon. Le paysage environnant respirait une tranquillité torride, et ils croisèrent quelques autres touristes sur le sentier étroit, tous d'humeur à voir et photographier. Alors qu'ils marchaient côte à côte, rien ne laissait présager un quelconque danger. Mais leur bonne humeur s'est rapidement assombrie lorsque, vers 11 heures, Jack s'est arrêté pour refaire ses lacets. Le sentier longeait une petite corniche qui montait légèrement. Emily lui dit « Je vais avancer un peu pour voir où mène le sentier. Rejoins-moi. » Il acquiesça. Jack semblait prêt à reprendre son chemin en quelques secondes. Emily avança sur le sentier étroit sur une 20aine de mètres, regarda autour d'elle, se retourna et comprit que son mari n'était plus là. Tout se passa en quelques instants. L'instant d'avant, elle le voyait debout devant ses chaussures. L'instant d'après, il n'y avait plus personne. Elle a d'abord pensé que Jack avait peut-être décidé de prendre un sentier secondaire, qu'il l'appelait ou qu'il prenait une photo d'un angle qui lui plaisait. Elle l'a appelé fort « Jack, où étais-tu » Mais il n'a pas répondu. De retour à l'endroit où il était assis, Emily ne vit personne. Elle contourna patiemment les buissons, scruta le chemin en contrebas, mais ne vit personne. Dès les premières 2 minutes, elle soupçonna quelque chose d'anormal. Cela ne pouvait pas être un simple retard. Jack n'avait aucune raison de partir en silence dans une autre direction. Craignant qu'il ait trébuché et soit tombé, Emily descendit en courant la pente vers le lit asséché de la rivière, en regardant le talus. Silence, pas un cri, pas un bruit. Après quelques minutes, réalisant que la situation était critique, elle retourna au début du sentier et signala la disparition aux Rangers dans la zone réservée aux visiteurs. Ceux-ci réagirent rapidement. En moins d'1 heure, ils organisèrent une première battue et interrogèrent les autres touristes. Ils ont demandé aux personnes présentes « Avez-vous vu un homme de 39 ans vêtu d'un t-shirt blanc et d'un short ?» Tout le monde a haussé les épaules. Au début, ils ont pensé qu'il avait peut-être pris le mauvais chemin et qu'il cherchait sa femme. Mais le temps passait et Jack ne réapparaissait pas. Dans l'après-midi, des cynophiles, des bénévoles locaux et la police du comté se sont joints aux recherches. Il est évident que Palo Duro Canyon ne recèle pas de forêts impénétrables, mais il y a de nombreux escarpements, des falaises et des abris rocheux. En été, la chaleur peut devenir un piège mortel si une personne n'a pas assez d'eau. La police a interrogé Emily. Y avait-il des conflits, des raisons pour que son mari parte? Elle a secoué la tête. Non, tout allait pile et bien par qu'on dit entre nous. Il était juste en train de lasser ses chaussures. Nous n'étions séparés que de quelques 2 mètres. Aucun des touristes qui passaient maintenant par là ne se souvenait avoir vu Jack après ce moment-là. C'était comme s'il s'était évaporé. Les recherches se sont prolongées pendant 1 semaine. 2 hélicoptères ont été appelés pour survoler les endroits clés du canyon, notamment les parois abruptes et les sentiers étroits. Les terravins et les lits bas de rivière asséchés ont été fouillés à la recherche de vêtements qui auraient pu rester accrochés aux buissons, mais rien n'a été trouvé. Le chien reniflait les affaires de Jack, suivait une piste sur le sentier, puis la perdait après un virage serré derrière un rebord rocheux. L'absence du moindre bruit ou cri à l'aide aggravait la confusion des sauveteurs et des amis de la famille. Les Rangers ont émis plusieurs hypothèses. Peut-être était-il tombé et avait-il subi un grave traumatisme crânien, puis avait-il glissé plus bas et ne pouvait plus appeler à l'aide. Mais dans ce cas, il aurait laissé une trace. 1 semaine s'écoula sans le moindre indice. Finalement, les autorités du comté annoncèrent que les recherches actives étaient officiellement suspendues. Nous avons ratissé la zone, mobilisé des moyens aériens et terrestres. Aucune trace ni indice n'ont été trouvés. Monsieur Everett est porté disparu.
Emily était dévastée, mais elle continuait d'espérer. Il doit bien être quelque part, vivant ou mort, mais il ne s'est pas évaporé. Elle alla se engager plusieurs fois des détectives privés, a promis une récompense pour toute information, mais sans résultat. À la fin de l'automne, lorsque la chaleur est tombée et que de nouveaux bénévoles sont arrivés, une nouvelle battue a été organisée, également sans succès. Il semblait que l'histoire de Jack Everett allait devenir une nouvelle disparition inexpliquée, vouée à sombrer dans les archives. Mais au cours de l'hiver de la même année, des rumeurs ont couru selon lesquelles quelqu'un aurait vu une ombre, ressemblant à une silhouette masculine errant sur la pente escarpée pendant la nuit. Bien sûr, cela n'a pas été confirmé. Ce n'est tant que 6 mois plus tard que les événements ont pris une tournure qui, au lieu d'apporter des réponses, a soulevé encore plus de questions. En janvier 1998, des touristes qui avaient décidé de choisir un itinéraire inhabituel pour prendre des photos sont tombés par hasard sur un crâne humain au pied d'une corniche rocheuse. Selon eux, l'endroit se trouvait dans l'une des zones où les chercheurs s'étaient rendus à plusieurs reprises au cours des premiers jours de l'opération. La police appelée sur place a confirmé « Oui, c'est bien un crâne humain, qui plus est de forme caractéristique, appartenant, d'après les fiches dentaires, à Jack Everett. Il n'y avait aucun autre os, aucun fragment de vêtement, aucun effet personnel autour, seulement le crâne, posé à la surface, sans trace de saleté ni de décomposition apparente à proximité. En d'autres termes, il aurait été difficile de ne pas le remarquer lors des précédentes fouilles, car l'endroit avait déjà été inspecté. Néanmoins, toutes les personnes qui avaient participé aux mes recherches précédentes ont juré n'avoir vu aucun reste. Comment le crâne s'est-il donc retrouvé là? Les animaux ont-ils déplacé les restes? C'est tout à fait possible, mais dans ce cas, on trouve généralement d'autres os à proximité, éparpillés dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Rien de tel n'a été découvert. L'expertise médico-légale n'a pas pu déterminer la cause du décès à partir du crâne. Il n'y avait aucune trace évidente de blessure par balle, de fracture ou de quoi que ce soit de similaire. Les dents correspondaient plus ou moins au dossier dentaire de Jack, car son dentiste a confirmé certaines obturations uniques. Les autres parties du squelette avaient déjà disparu, tout comme les vêtements et le sac à dos. La police a interrogé 2 touristes qui avaient trouvé le crâne. Ils ont déclaré qu'ils marchaient sur le sentier au pied de la falaise, où les recherches avaient déjà eu lieu, lorsqu'ils ont soudainement aperçu quelque chose de blanc sur les pierres. C'est tout. Au final, les agents du comté ont rendu une décision officielle. En l'absence d'autres indices et de signes de mort violente, l'affaire n'est pas classée comme suspecte. La cause du décès n'a pas été établie. Le corps a été retrouvé partiellement et l'ADN ou la dentisterie a confirmé qu'il s'agissait de M. Jack Everett. Les questions relatives à la mort restent ouvertes, mais il n'y a pas d'enquête criminelle. Pour Emily, ce moment fut un soulagement difficile. Elle savait au moins que son mari était mort et pouvait organiser une cérémonie d'adieu symbolique. Cependant, trop de questions restaient sans réponse. Pourquoi personne n'avait remarqué son corps? Et comment son crâne avait-il pu flotter là où des gens marchaient? Pourquoi aucun autre fragment du squelette n'avait été retrouvé? Quoi qu'il en soit, l'histoire du 15 juillet 1997, lorsque Jack Everett, 39 ans, s'est éloigné pour lasser ses chaussures et que sa femme s'est avancée un instant, reste dans les mémoires comme l'un des mystères les plus effrayants de Palo Duro Canyon. Aucun cri, aucun bruit, aucune lutte. Les gens passaient sur le sentier, le soleil était haut dans le ciel, le vent agitait légèrement les buissons, et soudain, l'homme avait disparu, comme si une porte secrète s'était ouverte sur la réalité. Depuis lors, les discussions vont bon train parmi les sauveteurs locaux. Malgré tous leurs efforts,
Ils n'ont trouvé aucun indice pendant une semaine, et 6 mois plus tard, le crâne a été découvert presque à la vue de tous. En fin de compte, la police a classé l'affaire comme un accident dont les circonstances restent inconnues. Mais pour la famille, les amis, les participants aux recherches et ceux qui s'intéressent aux disparitions mystérieuses, cela reste une tragédie inexpliquée qui pourrait être ajoutée à la longue liste des cas inexplicables dans les parcs et canyons américains. En mars 2001, dans le parc national de Big Bend, dans le sud-ouest du Texas, une disparition mystérieuse qui fait encore aujourd'hui l'objet de discussions parmi les amateurs de randonnée en montagne et qui fait officieusement partie des histoires Missing Person Weather, s'est produite. Amanda Fields, 28 ans, venue passer un long week-end dans le parc avec un groupe d'amis, a disparu en l'espace de quelques instants, lors d'une randonnée tranquille sur le sentier Lost Mine, l'un des plus connus et des plus populaires de la communauté touristique locale. Selon les souvenirs de ses amis, le voyage était spontané. Début mars, c'est généralement la saison sèche au Texas, et la météo promettait une journée chaude et claire, sans surprise. Amanda et ses amis, 5 personnes au total, sont arrivés au parc tôt le matin et se sont garés au début du sentier Lost Mine, très apprécié pour ses vues magnifiques sur les chaînes de montagnes. Selon leurs connaissances, le sentier lui-même n'était considéré ni dangereux ni physiquement difficile. Il s'étendait sur environ 8 km, avec un dénivelé modéré, et de nombreux touristes, y compris des personnes âgées et des familles, le parcouraient tranquillement en quelques heures. Les jeunes avaient emporté de l'eau, des collations légères et prévoyaient donc de retourner à Terlingua dans l'après-midi pour passer la nuit au camping. Tout au long du parcours, Amanda était en forme, s'arrêtant de temps en temps pour prendre des photos du paysage. Elle était une photographe amateur passionnée et s'efforçait de trouver le meilleur angle pour immortaliser le soleil de midi qui frappait les corniches rocheuses. Bientôt, le groupe a atteint l'un des principaux points de vue, où beaucoup font une pause pour admirer la vallée et prendre des photos souvenirs. Il y avait effectivement beaucoup de touristes. Le temps était exceptionnellement beau et le sentier Lost Mine n'est généralement pas désert à cette période de l'année. Selon les témoignages de ses amis, c'est là que le drame s'est produit. Tous les 4, à l'exception d'Amanda, ont avancé de quelques pas, discutant pour savoir où s'arrêter pour faire une pause. Et Amanda est restée en arrière, littéralement quelques secondes, pour prendre encore une photo. L'un des membres du groupe s'est retourné et a demandé « Amanda, tout va bien ?» Elle a répondu en hochant la tête « Je vous rattrape !» Puis ils l'ont perdu de vue après avoir pris un petit virage sur le sentier. Au bout de 5 minutes, ils se sont arrêtés et ont regardé autour d'eux. Amanda n'était pas là. Au début, personne n'a paniqué, pensant qu'elle avait pris du retard pour trouver un bon angle de vue. Mais après quelques minutes, inquiets, ils revinrent sur leurs pas en appelant. « Amanda, où es-tu » Rien. Ils demandèrent aux autres touristes s'ils avaient vu une fille avec un appareil photo. Quelqu'un se souvint avoir cru la voir passer, mais personne n'était sûr. À chaque instant qui passait, ils commençaient à avoir de plus en plus peur, car disparaître en plein jour, par beau temps, sur un sentier très fréquenté, semblait irréaliste. Les amis ont fouillé tous les buissons à proximité, ont jeté un œil dans les zones impraticables sous les rochers, mais en vain. 1 heure plus tard, ils ont prévenu le garde forestier à l'entrée, et peu après, les employés du parc ont été alertés. Une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle a été lancée, à laquelle ont participé des bénévoles, des touristes et plusieurs gardes forestiers. Les recherches menées le jour même n'ont donné aucun résultat.
Personne n'avait vu Amanda s'éloigner du sentier. Personne n'avait entendu de cris. Rien de suspect n'avait été remarqué. Le terrain autour de Lost Mine est en partie ouvert, parsemé de chênes nains et de pins peu élevés, avec des plaines de désertiques en contrebas. S'écarter du sentier, c'est se heurter à un relief rocheux et à des buissons épineux. En présence d'autres personnes, il est généralement difficile de se cacher sans être remarqué. Cependant, tout semblait indiquer qu'Amanda s'était volatilisée. Le deuxième jour, des équipes de cynophiles ont rejoint les recherches, essayant de faire renifler au chien sa veste, restée dans la voiture. Selon un garde forestier, les chiens ont suivi la piste depuis le parking jusqu'au point clé de l'itinéraire, où les amis avaient vu Amanda pour la dernière fois. Mais ils se sont rapidement égarés, ne trouvant pas de direction précise. Soit l'odeur s'était dissipée, soit le vent avait mélangé les traces. Le temps restait ensoleillé, sans pluie, donc les conditions météorologiques n'étaient pas un obstacle. Vers le troisième jour, les hélicoptères des services de secours locaux ont été mobilisés. Ils ont survolé la région de Lost Mine, les zones de boisées et les falaises rocheuses. Amanda n'a toujours pas été retrouvée. La liste des personnes disparues au bureau du shérif ne comptait que peu de cas similaires, mais il arrivait parfois que des personnes disparaissent dans le Big Bend. Cela se produisait plus souvent lors de fortes chaleurs et de pénuries d'eau ou lors des crues automnales. Mais ici, il n'y avait ni température particulièrement élevée, ni inondation. À la fin du 5e jour, alors que l'espoir était encore vivant, un événement survint qui, loin d'éclaircir la situation, ne fit que renforcer le mystère. L'un des bénévoles qui parcourait la partie la plus éloignée du sentier tomba sur une veste. D'après la description, il s'agissait précisément de la veste légère qu'Amanda avait emportée avec elle, au cas où, si le vent se levait. La veste était soigneusement suspendue à un buisson épineux, comme si quelqu'un l'avait délibérément accrochée à une branche pour qu'on la remarque. D'après son emplacement, il s'est avéré que ce buisson se trouvait à l'écart du chemin principal, à environ un demi-kilomètre du dernier endroit où Amanda avait été vue, mais à 3 kilomètres de là, sur le sentier. Bien sûr, les chiens et les policiers ont fouillé cette zone, mais ils ne comprenaient pas comment la veste avait pu se retrouver là. De plus, des équipes de recherche avaient déjà parcouru cette partie du sentier sans rien voir. Cela signifie-t-il qu'elle a pu être accrochée plus tard? Et si oui, par qui? Le lendemain, une autre découverte. Le téléphone d'Amanda. Le modèle n'était pas très imposant, selon les normes de 2001, probablement un des premiers modèles de téléphone portable. Il a été remarqué par un touriste sur le sentier, apparemment posé sur le bord, là où les gens s'arrêtent généralement avant de monter. Étrange que cet endroit ait été inspecté la veille sans que le téléphone ait été vu. Était-ce bien le sien? Ils ont vérifié. À l'arrière, il y avait un autocollant correspondant à celui qu'elle avait collé, et la famille l'a reconnu. Et là encore, à en juger par l'état du téléphone, il ne semblait pas avoir été exposé à la chaleur pendant plusieurs jours, mais était presque propre, sans poussière ni saleté. Cela a ajouté un sentiment inquiétant, comme si quelqu'un avait délibérément placé les objets à cet endroit, en les disposant soigneusement là où ils seraient tôt ou tard trouvés. Aucune explication n'a été trouvée quant à l'identité de la personne qui avait pu faire cela. Les amis affirmaient « Nous ne croyons pas qu'Amanda ait délibérément dispersé ses affaires pour brouiller les pistes, d'autant plus qu'elle n'avait aucune raison de disparaître et de nous tourmenter. » La police a commencé à enquêter sur la piste d'un malfaiteur inconnu qui aurait enlevé Amanda et déposé ses affaires par méchanceté. Mais il n'y avait aucun témoin ni aucun mobile, et la région était peu peuplée, même si elle attirait de nombreux touristes. Personne n'avait remarqué de personnes suspectes ni de traces de violence. Les jours passèrent, puis les semaines. Les parents de la jeune fille restèrent dans la région de Big Bend, espérant un miracle. Mais ils ne trouvèrent rien, à part ces 2 objets.
Les chiens, hélas, ne donnèrent à nouveau aucun résultat. La veste et le téléphone ne portaient aucune odeur récente, et les chiens suivaient une piste confuse qui disparaissait après quelques mètres. À la fin de la 3e semaine, les sauveteurs ont officiellement suspendu les recherches. Résultat, la jeune fille n'a jamais été retrouvée, ni son corps, ni elle-même, ni même la moindre trace indiquant l'itinéraire qu'elle avait emprunté depuis le sentier. Ces 3 histoires texanes rappellent à quel point la nature peut être imprévisible et mystérieuse, même là où elle est bien connue et étudiée. Des personnes qui partent pour une simple promenade ou une partie de pêche disparaissent soudainement sans laisser de traces de lutte ni de raisons explicables. Leur sort reste un mystère dans les parcs et les marais du Texas, rappelant de manière inquiétante que la réalité est parfois bien plus mystérieuse que n'importe quelle théorie. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être les premiers informés des nouvelles histoires mystérieuses et des disparitions inexpliquées. Prenez soin de vous, soyez prudents et n'oubliez pas, la réalité est parfois bien plus mystérieuse que les légendes.